Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais laisser les gens se connecter progressivement. Tout d'abord me présenter. Je suis Emmanuelle Cholet de la CAB Pays de Loire, chargée de mission filière végétale bio et en charge notamment du dossier sur les plantes aromatiques et médicinales et notamment l'animation d'un GI2E, groupe d'intérêt environnemental et économique, à l'échelle régionale. Je vais effectivement, selon le chat, quelqu'un me demande si on peut enregistrer. Je vais demander à Francine de commencer l'enregistrement avant qu'elle se présente. C'est bon, c'est elle commencé. qui a la main. Ok, merci Francine. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Très rapidement, je vous donne des petites consignes, mais je pense que la plupart d'entre vous les ont. On a donc un fonctionnement on va dire, un groupe assez nombreux cet après-midi. Donc, on va vous demander tous d'être vigilants sur vos micros pour éviter les bruits parasites, de les fermer au maximum. Du coup, bien sûr, on a un petit bloc de conversation, on va dire, le petit icône discussion en bas qui vous permet, comme on vient de l'avoir par le CSPAM, de poser vos questions. Et elles peuvent être le plus fréquentes possible, ce n'est pas un souci. Je me chargerai, moi, de lire vos questions dans le chat pour éviter que Francine ait ça à s'occuper. Donc voilà, c'est moi qui vais gérer vos questions. Et puis, si vraiment vous voulez prendre la parole parce qu'il y a quelque chose qui soit ne marche plus, vous entendez mal, etc., n'hésitez pas, vous pouvez interpeller quand même de vive voix et on vous donnera la parole au moment venu. Juste pour vous dire que vous êtes à peu près quarantaine, là cet après-midi sur l'écran, avec une majorité de porteurs de projets. Avec des projets qui sont avancés à des degrés très variables. Il y a également, si vous pouvez les voir et on leur dit bonjour, tous les apprenants du CSPAM au CFPPA Le Fresne à côté d'Angers. Voilà, bonjour à vous. Et puis, des collègues de notre réseau qui sont là aussi, des GAB, notamment du GAB de la Sarthe. Bonjour à ma collègue et mes collègues. Et puis aussi des collègues de la Chambre régionale Pays de Loire qui sont également présents. Voilà. La petite précision, c'est qu'effectivement, on enregistre cette visioconférence. Elle sera en ligne, notamment sur le site du CIVAL à l'issue, donc dans les jours qui viennent. Donc, elle sera reconsultable à volonté. Voilà. Et ben écoutez, voilà, s'il n'y a pas de précision autre à donner, ben je vais laisser Francine lancer le diaporama et je lui laisse la parole. Bonjour déjà à toutes et à tous. Merci de vous intéresser à mon témoignage. J'ai fait une petite présentation donc, sur un diaporama que je vais lancer tout de suite. J'espère que c'est bon, tout le monde voit. Alors, c'est très bien, Francine, on voit bien. Alors, je voudrais lancer la deuxième page. C'est juste la petite flèche sur ton clavier. Voilà. Je m'appelle Francine Moreau, j'ai 43 ans et je suis productrice depuis mars 2019. Je suis installée à Château-Thiebaut, c'est une petite commune au sud de Nantes. Au moment de mon installation, j'avais 41 ans. J'ai pu faire certifier le terrain bio dès le début de mon installation puisque c'était une friche. J'ai suivi une formation d'herboriste qui s'appelle Connaissance et usage des plantes aromatiques et médicinales dans le Finistère. Formation de 2 ans, certifiante,
avec une partie de stage et puis beaucoup de formations sur une plateforme, quelques regroupements aussi sur des week-ends pour pratiquer la botanique, préparer des macérats, préparer forcément des tisanes, reconnaître les plantes. Enfin, voilà, formation assez complète. Mais une formation malgré tout assez peu axée sur l'agronomie. J'ai aussi une formation initiale dans la comptabilité. Donc forcément, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même une formation qui me sert, mine de rien, dans le cadre de mon installation. Mon activité principale, donc, c'est la cueillette, la culture des plantes que je sèche. Et ensuite, je les propose soit en tisane ou soit en aromate pour la cuisine. À côté de cette activité principale, je fais aussi quelques confitures. Dans mon champ, en fait, il se trouve qu'il y a des anciens arbres fruitiers. Et donc, lors de la première année, je me suis dit que pourquoi pas essayer de faire un peu de transformation aussi en confiture, en sirop. Et ça m'a permis d'avoir une gamme plus étoffée, notamment pour la vente sur les marchés de Noël. Et puis aussi, je fais de la cueillette de plantes fraîches, plantes sauvages et fleurs dans mon champ que je livre à un restaurant. Alors, bon, c'est vraiment une toute petite partie de mon activité, mais ça me permet de voir un petit peu ce que les gens attendent en restauration et puis aussi de valoriser le fait que les plantes sauvages peuvent très bien s'utiliser et redécouvrir des saveurs. Et j'espère aussi développer l'activité de vulgarisation, de reconnaissance des plantes pour des jeunes enfants, pour des adultes ou même pour des personnes âgées. J'aimerais bien aller faire des animations dans les maisons de retraite. Au niveau du foncier, j'ai un terrain donc, de 3000 m² qui est une ancienne prairie et donc avec quelques arbres fruitiers. Le terrain a une légère pente. La partie basse est humide et il y a un petit cours d'eau qui passe. La partie haute est plus sèche, donc ça me permet d'avoir des plantes assez variées. C'est vrai que dans la partie basse, il y a par exemple de la reine des prés, la guimauve, des cassis, et la partie haute, voilà, j'ai installé toutes les plantes méditerranéennes. Alors, je voulais évoquer aussi mes objectifs de départ. Il y a 2 ans, je voulais changer de métier, je voulais un métier qui ait du sens, à la fois pour me sentir utile auprès des autres et puis aussi pour préserver un petit bout de nature. Je me disais que j'allais contribuer à ma façon, même si c'était qu'un tout petit peu. J'avais aussi envie de vendre en direct. En fait, la formation d'herboriste, c'est vraiment apporter du confort à des gens avec les plantes. Et donc, cette partie-là, je ne veux pas la perdre. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de vendre en direct et de pouvoir comprendre ce que les gens attendent comme plantes. J'avais aussi comme objectif de vulgariser, que les gens se réapproprient la connaissance des plantes. L'objectif aussi de vivre de mon métier et puis maintenir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Voilà pour cette première partie. Sur le côté administratif, donc la forme de mon entreprise, c'est une entreprise individuelle avec un régime fiscal de micro-BA qui est possible parce que les seuils de chiffre d'affaires pour ce régime fiscal, c'est au-delà de 82 000 €. Donc là, j'en suis pas là pour le moment. Le statut social, c'est cotisant de solidarité. Ce que je précise aussi, c'est que en fait, mon compagnon est artisan et que sa société cotise pour moi par rapport au régime de retraite et puis au régime santé. Ce qui fait que pour le moment, en tout cas, le statut social de cotisant de solidarité me convient. Mais ce n'est pas une fin en soi et j'espère qu'avec le temps, je pourrai être exploitante, enfin chef d'exploitation. Voilà.
Au niveau de la TVA, donc j'ai un régime de TVA simplifié avec un dépôt de déclaration tous les trimestres et une déclaration annuelle. Voilà pour cette partie administrative. Quand je me suis installée, donc j'ai eu comme interlocuteurs principaux la Chambre d'agriculture qui organise des réunions pour les futurs installés. Et moi, j'avais plus de 40 ans à l'époque, donc je me suis retrouvée dans une configuration où on n'était que des gens en reconversion, que des gens qui voulions se destiner à aller vers l'agriculture. Et c'était une première étape où on nous a donné plein d'informations sur les formalités, sur vers qui se tourner, etc. Et puis, en plus, c'était rassurant de voir qu'on était plusieurs dans le même cas à se poser des questions, des fois un petit peu proches. Ensuite, il y a le centre de formalité des entreprises. Bon, là, finalement, ça se passe, on en a besoin une fois seulement, mais c'est important de bien compléter les documents et puis ils sont là disponibles. J'ai contacté aussi les impôts à l'occasion notamment de la déclaration de TVA. La mutualité sociale agricole pour choisir le statut, être bien sûr de comprendre un petit peu vers quoi je m'engageais. Ensuite, il y a la CAB, les GAB, CIVAM Bio des Pays de la Loire. Donc là, c'est vrai que moi, je ne me suis pas tournée tout de suite vers eux. Mais en tout cas, Emmanuel pourra vous préciser, mais il y a un entretien individuel ou collectif gratuit. Voilà. Je me suis fait conseiller aussi par d'autres producteurs et productrices. Et là, c'est concret, c'est vraiment super intéressant. Et puis, lors de ma formation en école d'herboristerie, nous avions eu une demi-journée avec toutes les informations concrètes sur l'installation. Alors ensuite, côté agronomique toujours, pour le choix de la parcelle, il se trouve que la parcelle que je loue est de taille raisonnable par rapport aux besoins que je m'étais fixés et au fait de travailler en direct. Donc, elle fait 3000 m². Elle est située sur ma commune d'origine. Elle était disponible puisque donc à l'état de prairie, enfin de friche. Et il y a la présence d'un puits. Donc, ce que je disais, voilà, le fait que ce soit une reprise de friche, la labellisation en bio a pu se faire dès le départ de l'installation, sans période de conversion. Le terrain est en pente, voilà, ça je l'ai déjà dit. Et puis après, je suis allée aussi discuter avec les voisins qui sont principalement des viticulteurs pour me faire connaître et puis aussi pour voir la façon dont ils travaillaient. C'est vrai que c'est hyper intéressant de voir qu'à côté de moi, ils sont en conversion, qu'ils sont sensibles à mon activité, enfin, qui s'y intéressent, quoi. Et puis, c'est un terrain qui est proche du hangar où je projetais d'installer mon séchoir, ce qui fait que y a la distance, voilà, je cueille et je peux tout de suite ramener les plantes au séchoir. Il n'y a pas de risque que les plantes s'abîment sur ce trajet. Alors Francine, j'ai une question, mais peut-être que tu vas y revenir tout à l'heure. Quelqu'un te dit, tu as parlé de tes objectifs en termes de salaire. Peux-tu nous indiquer les montants, objectifs et réels? Alors, je ne sais pas si tu fais ça maintenant ou tout à l'heure. J'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Ok, je note. Ouais. Ok. Alors, sur les choix de plantes, pour moi, en tout cas, quand on vend en direct, il faut avoir une variété assez intéressante pour avoir une gamme qui plaît et puis pouvoir faire des mélanges. Donc, il y a les plantes classiques, le thym, la sauge, le romarin, la camomille, tout ça qui sont implantées sur le terrain. Il y a les plantes auxquelles les clients attachent beaucoup d'importance et qui demandent, voilà, les menthes, la verveine citron, le thym citron. Et puis après, j'ai dans mon champ deux planches qui sont pour le moment des planches où je fais des tests. J'essaye de voir si c'est intéressant pour moi, si c'est pas trop chronophage, si les plantes se plaisent sur le terrain.
Et puis, si je peux les multiplier facilement, est-ce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau, etc. Donc, il y a une planche test plutôt sur le haut, une planche test plutôt sur le bas. Et puis après, voilà, j'expérimente. Et puis je pense aussi au réchauffement climatique. Et puis, je me dis que je n'ai pas envie de me priver de certains essais. Et puis, de voir comment les plantes vont se comporter. Donc, il y en a en culture à peu près 35 variétés sur le champ. Et je fais la cueillette sauvage de plantes que je trouve facilement. Donc, j'ai trois zones de cueillette sauvage où des propriétaires m'ont donné l'accord pour accéder à leurs parcelles. C'est des zones souvent qui sont dans des domaines, parfois clos de mur et assez préservés. Donc, voilà, certifié bio aussi. Donc j'y cueille de l'ortie, du frêne, du bouleau, du sureau, du lierre terrestre, toutes ces plantes où finalement il y a suffisamment de quantité et je n'abîme pas la ressource. Donc finalement, ça fait une 50aine de variétés cueillies pour cette deuxième saison. Et du coup, je suis très contente des mélanges que je peux proposer. Et puis contente aussi des quantités que ça m'a permis de cueillir. Toujours du côté agronomique, je détaille un petit peu ma façon de travailler. Donc les planches font 1,20 m de large et elles sont longues de 22 ou 25 mètres. J'ai décidé de toutes les pailler avec du BRF, bois raméal fragmenté, à la fois pour limiter l'évaporation, protéger donc, quand vraiment il fait chaud, et puis limiter aussi l'enherbement. Après, il y a quand même des herbes qui passent au travers, comme le liseron, mais ça limite quand même beaucoup l'enherbement. Et du coup, ça me fait moins de travail au moment du désherbage et puis au moment de la cueillette, de tri éventuel. Alors, la rotation de culture que j'indique, c'est vrai que j'en suis qu'à 2 ans, donc c'est un petit peu rapide. Mais en tout cas, sur les annuels, je fais attention à ne pas remettre les mêmes annuels derrière. Et j'ai en tête de faire attention à cette rotation. J'utilise la grelinette, qui est un outil à dents, je pense que tout le monde connaît, pour aérer. Et puis aussi parce que je n'ai pas une grande surface. Donc, finalement, c'est un outil que j'aime bien. Il me permet vraiment d'aérer le sol et puis de voir que la terre, petit à petit, elle est chouette. Je désherbe principalement manuellement, sauf aux abords du champ où j'ai un rotofil. J'utilise des extraits végétaux que je fais moi-même, purin d'ortie, purin de sanésie. J'ai fait une décoction d'ail et puis une macération de rhubarbe pour le moment. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je trouve très intéressant. J'ai travaillé avec des engrais verts avant de mettre en culture les parcelles. Donc, j'ai fait 2 engrais verts pour le moment, un d'avoine et puis un de moutarde blanche. Et puis, ce que je précise aussi, c'est que j'essaye d'être autonome dans la multiplication. Donc, je récolte mes graines, je fais mes semis, je fais mes boutures. Mais c'est aussi parce que j'aime ça. Tout le monde n'aime peut-être pas faire ça. Et puis après, est-ce que c'est intéressant de passer du temps là-dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de le faire. Donc, voilà, je le fais. Alors, je poursuis. Donc, je vous ai mis une photo du champ au départ, au printemps 2019. Donc là, j'avais semé de l'avoine et puis initialement, j'avais bâché. J'avais mis des bâches occultantes noires pour limiter, arrêter la photosynthèse et puis faire en sorte qu'il y ait moins d'adventices. Ensuite, j'ai semé mon engrais vert. Après le passage d'un tracteur avec un enfouisseur de pierre qui m'a permis d'avoir un terrain bien régulier
et d'avoir une terre fine sur le dessus avant le semis de l'avoine. Et puis après, c'est paillé. Et puis, c'est dans cette terre-là que j'ai planté. Et puis, je vous ai mis une photo de cet été. On aperçoit les mauves, le bleuet. Sur le côté, il y a de la marjolaine. Et puis, dans le fond, d'autres plantes, plutôt des lamiacées. Alors Francine, j'ai une question. Oui. Alors, on a une question. As-tu une serre pour la multiplication et ou un tunnel de culture? Alors, j'ai une petite serre qui fait 12 mètres carrés. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Elle n'est pas située dans mon champ, elle est située chez moi, à la maison. Et voilà, 12 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup, mais ça me suffit pour faire mes semis et multiplier. Par contre, je n'ai pas de tunnel pour produire. C'est un choix, en fait. J'ai envie que les plantes se plaisent sur mon terrain, mais je n'ai pas envie de forcer les choses. Après, là, cet hiver, c'est vrai que ça me force quand même à mettre des tunnels, des petits tunnels, genre tunnel nantais, pour protéger du froid. On va voir. Là-dessus, mais j'ai pas envie en tout cas d'implanter un grand tunnel. J'ai l'impression que ça serait, en tout cas, je me sens pas prête à ça, notamment par rapport à l'hygrométrie dans le tunnel. Voilà. Mais bon, je pense que ça répond à la question. Alors, j'ai une autre question sur ton système d'irrigation. Je ne sais pas si tu vas y venir. Non, je peux l'évoquer maintenant. Alors, en fait, si on revient en arrière, sur la photo du champ là où je suis dessus, vous voyez derrière, il y a une petite cabane. Et à l'intérieur de cette cabane, il y a une cuve à eau de 1000 litres d'eau. Donc, je remplis depuis le puits cette cuve. Et ensuite, je branche un petit tuyau d'arrosage et j'arrose à la main quand il y a besoin. Après, mon sol est quand même un sol argileux qui a tendance à retenir l'eau. Et avec le paillage, finalement, les arrosages sont pas forcément nécessaires. Pour vous donner une idée, cet été, du coup, j'ai vidé la cuve 3 fois. Donc, ça fait 3000 litres d'eau. Bon, alors j'ai bien conscience que c'est un petit peu peut-être archaïque, mais en tout cas simple comme système. Mais ça me correspond en fait. J'ai envie que ce soit simple et que les plantes se plaisent. Et si les plantes ne sont pas adaptées, du coup, je ne veux pas forcer les choses. Voilà. Alors, j'ai une nouvelle question qui revient sur ta serre de semis. Oui. Quelqu'un demande si 12 mètres carrés, c'est suffisant et combien de semis tu fais dans ta serre. Alors j'ai de la chance, c'est que ma serre, elle a tout un système d'étagères qui suivent la forme de la serre. Et donc, j'arrive à mettre mes semis un petit peu superposés les uns avec les autres. Et donc, c'est vrai que je gagne de la place. Après, dire combien j'en fais de semis, je n'ai pas du tout les chiffres en tête. Je n'ai pas du tout les chiffres en tête. Donc, non, je ne peux pas répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Emmanuel ? Il y a une intervention sur laquelle j'ai demandé des précisions. Quelqu'un qui dit il y a des shaddocks. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux préciser, Audrey ? Peut-être alors, en attendant. C'est une blague. Ok. Mathilde demande en surface cultivée dans les allées, tu es sur combien? Alors, en surface cultivée dans les allées, sur combien tu es? Alors, je pense que. Ah oui, alors en fait, on va dire que sur les 3000 mètres carrés de terrain qu'il y a, il y en a peut-être un peu plus de la moitié qui sont en culture. Okay. Il y a une partie, la partie basse du terrain où il y a les arbres fruitiers que je laisse avec les arbres fruitiers et un peu en prairie. Et voilà. Et après, il y a des parties qui vont être mises en culture au fur et à mesure. Ok. Et quelqu'un demande, est-ce que tes semis, tu les fais en plaque ou en mini-motte? Alors, je les fais dans des
des cagettes polystyrène pour la plupart, ou alors en alvéole. Voilà. Alors, je continue sur le côté agronomique. Donc, au bout de presque 2 ans de mon installation, voilà, je fais un point sur mes atouts, mes faiblesses. Donc, j'ai toujours la passion des plantes, ça n'a pas changé. C'est vrai que c'est nécessaire pour commencer et ça me sert dans tout ce qui est semis, bouturage, puisque c'était déjà des choses que je faisais avant. Mais c'est vrai que ça ne suffit pas par rapport à la surface que j'exploite là. Et puis la prise en main d'un système où il faut faire du volume malgré tout. J'ai fait faire une analyse de sol suivant la méthode Érodi pour avoir une analyse complète et essayer au maximum de ne pas faire de bêtises. Donc cette analyse m'a permis de constater que le sol était déjà très riche en matière organique. Donc du coup, voilà, je sais qu'il ne fallait pas faire d'apport supplémentaire sur ces premières années. Ensuite, je suis des formations courtes. J'ai mis l'exemple avec la GAP sur les adventices. L'année dernière, il y avait eu une formation sur connaître son sol pour améliorer ses rendements. Enfin, voilà. Donc, je vais continuer à suivre des petites formations. Je me forme aussi un petit peu toute seule. Alors, j'ai mis à travers des lectures, mais c'est aussi à travers des sites internet. Et je pense qu'il faut bien choisir les sources dont on sert, mais il y a plein de sources possibles sur Internet. Les échanges avec les autres producteurs et productrices pour renforcer mes compétences techniques, les visites de ferme qui sont à chaque fois très riches parce que on voit comment les autres font, on se pose des questions, les autres ont parfois des réponses, parfois on se pose des questions en même temps. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et puis ensuite, j'ai une relative bonne condition physique et ça me permet voilà, d'être sereine par rapport à la suite de mon activité. J'ai un message d'erreur qui s'affiche, Emmanuel. Ah, ça, c'est bon. Tout est bon pour nous, on ne voit rien du tout. Okay. Ça va? Alors ensuite, j'ai en faiblesse, donc ce que je mettais, pas de formation initiale en agronomie. Le fait de faire des essais sur le terrain, du coup, ça me demande du temps. Et puis, mon terrain est en location. Alors, c'est vrai que pour commencer, c'était bien parce que je n'avais pas de capacité agricole. Mais en tout cas, maintenant que je voudrais planter des arbres, notamment olivier, ginkgo ou de la vigne, du coup, je ne sais pas trop comment gérer cette problématique. J'ai une question, peut-être que tu y reviendras. Alors, par rapport à ce que tu disais sur tes lectures, quelqu'un demande si tu as des exemples de sites internet utiles. Alors, j'utilise par exemple le site Altea Provence. Et c'est Christophe Bernard qui fait des petites présentations à la fois sur des plantes. Donc, il indique quelles sont les propriétés, les indications des plantes et aussi les données culturelles des plantes. Et puis après, il travaille aussi par thème. Par exemple, les virus hivernaux. Voilà, il va donner tout un protocole pour savoir quelle plante il utilise, pourquoi, etc. etc. Donc, lui, j'aime bien. Et puis, sur Facebook, je suis abonnée à des sites permacole qui permettent voilà, de voir un petit peu des exemples de gens, de ce qui peut se faire, de prendre des idées. Et voilà, c'est principalement à travers ça. Ok, donc j'ai mis le site alteaprovence.com dans le chat. Une autre question un petit peu plus en amont, mais je ne sais pas si tu vas y revenir. Combien de kilos de plantes sèches tu produis par an? Ouais. Peut-être que tu vas le dire plus tard. Je peux déjà répondre. Okay. Alors, la première année, j'avais 33 kilos de plantes sèches. Et sur cette deuxième saison, 70 kilos.
Ok. Après, est-ce que c'est une fin en soi? Enfin, oui, il faut en produire, mais comme il y a aussi un volet animation qui va se mettre en place, voilà, il faut que j'arrive à trouver le bon rythme. Et du coup, il y a deux questions sur… alors, un point sur tes investissements. Tu en as un petit peu parlé, mais les investissements qui te semblent indispensables. Tu vas y revenir? Je vais revenir dessus. Très bien. Ouais, parfait. Ok. Alors, donc du coup, mes conseils pour l'installation, c'est se former à l'agronomie, en théorie, en pratique, je pense que c'est indispensable. Ensuite, faire des choix pragmatiques par rapport à la parcelle, voir quelle dimension de parcelle est bien dimensionnée par rapport au projet, donc en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. L'exposition de la parcelle au vent, au soleil, au gelé, au vent aussi par rapport au voisinage. C'est vrai que si on a des voisins qui sont en conventionnel, on peut être gêné par les traitements sur la parcelle. Poser des questions aussi des ressources en eau, du précédent cultural, et puis choisir des plantes adaptées au terrain. Se faire conseiller d'une manière pratique, donc par les stages, croiser les expériences, faire des analyses de sol si besoin. Et puis, faire attention à sa santé, et surtout quand on n'est pas beaucoup mécanisé. Voilà. C'est, je pense, hyper important. Est-ce que, Emmanuel, tu as des questions? Ça va. Pour l'instant, ça va. Il me reste la question des investissements, puis ton salaire. Ok. Ouais. Ok. Donc, ben voilà, on y est. Donc, sur les investissements, pour mon installation, donc j'ai eu la certification bio au départ pour faire constater l'état de friche, le dépôt de ma marque Herborescence, l'achat de matériel et matériaux pour le séchoir, l'achat de matériel et outils, donc type hache-paille, balance, voilà, autre matériel comme la grelinette, la brouette, enfin, d'autres petits matériels, et puis l'analyse de sol. L'ensemble de ces investissements au départ, c'est environ 6 000 €, avec principalement le séchoir qui est presque à 4 000 €. Bien qu'il soit autoconstruit, parce qu'il y a un petit peu de bois, il y a la quincaillerie, puis il y a surtout le déshydrateur. Ensuite, il y a les dépenses courantes, le fermage. Alors, sur 3000 m², ce n'est pas un gros montant, hein, pour vous donner une idée, c'est 35 € par an. Ça, c'est tout à fait raisonnable, et c'est fixé suivant un indice national qui est revu tous les ans et qui est un tarif à l'hectare. Ensuite, il y a les cotisations agricoles. Il y a les contrôles périodiques, la certification bio et de la balance. Les assurances et puis les frais bancaires. Je n'ai pas précisé là, mais voilà, ça tombe tous les mois. L'électricité et d'autres charges opérationnelles, les achats de sachets, les autres emballages, les graines, le terreau. Par exemple, il y aurait d'autres. Voilà, c'est les principales. Hein. Donc, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est de faire attention à la maîtrise des dépenses et de ne pas faire d'investissement qui ne serait pas utile, primordial. Moi, j'ai choisi de ne pas faire d'emprunt, mais on peut très bien faire un emprunt et puis, ou alors à faire appel à des financements participatifs. J'ai la chance aussi de pouvoir récupérer du BRF. Mais bon, après, chacun dans les différentes exploitations, on a des atouts. Donc voilà, peut-être vous récupérerez autre chose. Et puis, je n'ai pas eu besoin de faire appel à un cabinet comptable. Donc, j'ai fait l'économie des honoraires. Alors, j'ai des questions, Francine. Oui, je reviens en arrière peut-être. Ouais. Donc on est sur ton séchoir. Il y a deux questions sur tes surfaces de clé. Ah ben voilà, alors je passe à la diapo suivante. Ok, très bien. Et puis après, il y aura une autre. Alors si sur l'investissement, peut-être que ça, je peux te le demander. Est-ce que l'achat des plants pour les vivaces au démarrage rentre dans les 6 000 €? L'achat de tes plants. Comment tu as fait pour le démarrage? Non, j'ai acheté des graines. Oui, tu as acheté des graines. Okay. Voilà. Et donc, on va dire que c'est pas ça qui est onéreux. J'ai acheté en plan, j'ai dû acheter une trentaine de plants de thym la première année, c'est tout. Voilà. Donc, on est sur ta surface de clé et puis ton système de séchage. Quelqu'un dit, est-ce que c'est solaire? Mais voilà. Ouais.
Alors, mon séchoir est installé dans une ancienne cave. C'est un bâtiment qui a pas mal d'inertie. Donc, la température est constante. Il n'y a pas d'humidité. Mais par contre, ce n'est pas un séchoir solaire. C'est un séchoir qui fonctionne avec un déshydrateur. Donc là, on voit sur la photo, on voit une armoire, mais il y a 4 armoires comme ça. Et elles ont chacune 15 clés. Elles ont un système où l'air arrive par le bas des clés, enfin par le bas des armoires, et traverse les clés, remonte chargée en humidité par le haut et est reconduite au déshumidificateur, au déshydrateur, pardon. Et l'air chargé en humidité est évacué à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que la température donc, est constante. Et donc, du coup, l'été, on ne monte pas beaucoup en température. Hein. On est 30-35 degrés. Voilà. Et est-ce que ça répond aux questions, Emmanuel? Ouais, tout à fait, pour l'instant. J'ai une question après, mais je pense que ça viendra après, sur tes sirops et tes confitures. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment. C'est savoir si c'est fait en laboratoire de transformation. Voilà, mais peut-être que c'est après que tu reviens. Ouais. Ok. Alors, du coup, pour faire un bilan, je trouve que mon temps de travail est raisonnable par rapport à ma vie de famille. J'ai essayé, là, sur l'année 2020, de noter toutes mes heures et puis de voir un petit peu où j'en étais. Bon, j'ai travaillé 51 semaines et du coup, mon temps de travail par semaine en moyenne, c'est 30 heures. C'est tout à fait raisonnable. Par contre, c'est vrai qu'il y a des pics en juin, juillet, août, où là, ça monte à 50 heures semaine. Je suis très contente du lien de confiance que j'ai avec la clientèle et des retours positifs par rapport aux plantes. Ça répond complètement à ma quête de sens initiale, de savoir d'être utile aux autres et de préserver un petit bout de nature. Et je suis ravie aussi de la qualité de séchage des plantes, du séchoir, parce que vraiment, il y a une belle couleur et puis que du coup, dans le temps, elle se conserve très bien. J'ai une petite question sur le séchage. Tiens, pendant que tu parles de ton séchage, c'est quoi le type de moustiquaire pour tes clés? Alors, dans le fond de la clé, c'est un grillage type grillage à poule et dessus, c'est un tissu type alimentaire que j'ai acheté spécialement. Est-ce que tu utilises toute la surface de tes clés? Enfin, est-ce qu'elle est suffisante en fait? Alors, à certains moments, oui. Il y a eu quelques périodes là sur la saison où le séchoir était plein. Et puis, je continue. Alors, il y avait une question sur tes semences, mais là, la question par rapport à ton bilan, est-ce que tu as pris des vacances depuis ton installation? Alors, une semaine de vacances fin août dernier. Et l'année précédente, j'avais eu un petit arrêt forcé parce que du coup, j'étais en examen. Donc, j'avais pris 2 semaines pour mes révisions et puis la semaine d'examen. Voilà. Mais en tout cas, c'est un point de vigilance que j'ai. Et puis, bon, moi, j'ai deux enfants qui sont ados et j'ai encore besoin de prendre du temps avec eux. Donc, je les ai une semaine sur 2. Donc, c'est vrai que la semaine où je les ai, je fais attention à réduire un petit peu mon temps de travail. Alors, je ne sais pas si tu me dis, je continue. Il y a des questions là plutôt techniques sur ton déshumidificateur. Est-ce que je continue? Est-ce que tu préfères finir ta diapo? En fait, je vais peut-être finir la diapo et puis on reviendra aux questions après. Parfait. Alors, sur ce que je n'avais pas estimé, c'est le temps à passer sur la partie commerciale. Et puis, c'est vrai qu'au début, je me suis tellement concentrée sur les plantes et la récolte et le séchage que j'avais mis un petit peu ça de côté. Et donc, maintenant, ça me demande plus de temps et d'énergie. C'est pareil, je n'avais pas conscience de la difficulté de gestion du stock entre
les plantes qu'on va sécher en quantité, celles où ça va moins bien marcher, et puis après faire les mélanges et puis se retrouver avec des mélanges qui vont bien fonctionner, d'autres un peu moins. Et puis il y a des tisanes des fois où on est en rupture, et puis d'autres où on aimerait bien en vendre un peu plus. Enfin, voilà, cette partie gestion du stock, elle n'est pas évidente. Je pense que peut-être l'expérience et puis le temps vont me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et puis, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé beaucoup de temps, enfin suffisamment de temps pour tout ce qui est transmission, vulgarisation et puis mener des ateliers. Et sur la rémunération, ce que je peux dire, c'est que j'avais la chance d'avoir signé une rupture conventionnelle avec mon précédent employeur. Et donc, j'ai pu faire une transition quand même en douceur avec Pôle emploi qui m'a accompagnée pendant plusieurs mois. Et que j'ai commencé en fin d'année dernière simplement à me verser une rémunération. Et heureusement que les investissements ne sont pas trop lourds, parce que sinon, c'est vrai que ça pourrait être très compliqué. Mais du coup, oui, c'est quand même un point de vigilance quand on se lance, et que je pense qu'il faut pas se lancer toute seule. Moi, j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui est artisan et voilà, qui travaille, qui a du travail, parce que sinon, toute seule, ça serait très compliqué. Voilà pour cette partie-là. Donc, je reviens sur les questions à vous poser pour faire avancer votre projet, savoir si vous voulez faire de la vente directe, si vous voulez aller plutôt vers la vente à des grossistes, et en tout cas que ce soit en lien avec vos valeurs. Donc, ça va conditionner la taille de votre projet, la surface à exploiter, combien de temps vous souhaitez y consacrer, les moyens financiers dont vous disposez, vos conditions physiques, et puis ne pas négliger l'influence sur la vie de famille et sur votre situation financière. Après, le nombre de porteurs de projets au démarrage et le caractère évolutif du projet vont influencer sur la forme de structure juridique que vous allez choisir. Réfléchir aussi à votre couverture sociale. Vos connaissances agronomiques et les connaissances que vous avez pour le séchage des plantes. Donc ça, voilà, est-ce que vous avez besoin de vous former, de faire des stages? Il ne faut pas négliger cette partie-là. Et puis, vous pouvez aussi avoir des aides. Donc là, il faut vous poser les questions en amont de votre projet. Moi, je n'ai pas bénéficié d'aide, mais je sais que voilà, pour les moins de 40 ans, c'est possible. Dans le cas d'un BPREA, je pense que c'est possible aussi. Voilà. Il faut aller vers les bons interlocuteurs là. Et ce que je voulais rajouter pour finir, c'est que je pense que chaque projet a des atouts. On a tous des matériaux disponibles facilement, accès plus ou moins facile aussi au foncier. Les qualités professionnelles qu'on a, bon, moi j'ai la chance d'avoir la partie organisation, comptabilité, mais il y a d'autres personnes qui vont être plus à l'aise dans la commercialisation, donc voilà, chacun a ses atouts. Ne pas négliger l'importance du réseau. J'ai la chance, par exemple, d'avoir une maraîchère qui s'est installée quasiment dans les mêmes temps que moi, donc avec qui on a pu échanger sur le travail du sol, un investissement en commun, le réseau aussi pour l'autoconstruction du séchoir. Et puis ça permet de ne pas se sentir isolé, parce que des fois, on est un peu tout seul dans son champ. Et puis, du coup, je vous conseille aussi d'être actif dans vos recherches d'informations. Voilà pour moi. Alors, donc on revient un petit peu en arrière Oui. sur la question qui avait été posée sur ton salaire, en fait, tout début. Oui. Et tu as parlé de tes objectifs en termes de salaire. Est-ce que tu peux nous indiquer les montants, hein, c'est toi qui vois, et puis effectivement, on va dire le différentiel ou pas entre l'objectif et ce que tu réalises effectivement comme chiffre aujourd'hui? Alors, je pense que les objectifs, que moi je note mes objectifs, ça ne va pas servir à grand-chose, mais chacun va avoir des objectifs différents. Ça dépend après de son mode de vie, ça dépend de ses consommations, de ses besoins. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un métier avant qui me permettait d'avoir une rémunération correcte. Et donc, finalement, je me retrouve maintenant à avoir un bien immobilier et pas avoir de besoins importants. Donc, on va dire qu'avec 400 ou 500 euros par mois, ça me suffit. Voilà. Mais ça, c'est propre à chacun. C'est vraiment
c'est vraiment pas une référence, quoi. Ok. Oui, je t'écoute. Vas-y. Non, vas-y. Non, parce que au préalable à la vidéo, là, il y avait une question de Aline qui demandait s'il existe un séchoir écologique pour 100 kg de plantes par an, sans déshumidificateur et sans ventilateur. Pour ma part, c'est pas un séchoir écologique que j'ai, mais je pense que peut-être il existe des séchoirs solaires. Après, est-ce que vraiment un séchoir solaire est intéressant pour les plantes compte tenu du risque de monter en température au-delà des 40 degrés? Voilà. La maîtrise de la température est quand même hyper importante pour la qualité des plantes sèches. Et donc, je ne sais pas si un séchoir solaire est adapté. Il y avait une question de Anne qui demandait quelles sont les ressources financières qui peuvent venir en aide entre ma démission de mon employeur et le début de ma commercialisation. Alors, dans le cadre d'une démission, du coup, je ne sais pas. Je pense qu'il vaut mieux signer une rupture conventionnelle pour faire un passage un petit peu, une transition douce. Est-ce qu'il existe des aides? Je ne sais pas. Alors, il y avait une question d'Aurore aussi qui demandait comment ne pas se laisser piéger par le temps de travail nécessaire pour cette production. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai fait le calcul de toutes mes heures, jour après jour, pour prendre du recul. Parce que quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, en fait. Et je pense qu'on peut se laisser piéger. Faut-il nécessairement transformer les PAM ou peut-on les vendre en frais? Donc là, on peut, je pense, les vendre en frais. Dans ce cas-là, c'est plutôt vers un marché de grossistes ou pour la transformation en huile essentielle. Mais je pense qu'il faut bien choisir quelle plante et voir quels sont les besoins des grossistes. Il y avait également une question pour un marché à explorer pour les soins alternatifs des animaux d'élevage. Alors là, Emmanuel, tu m'avais indiqué qu'il y a peut-être des liens. Oui, alors il y a eu toute une initiative qui a été prise, enfin, c'était dans le cadre du salon La Terre est notre métier. Du coup, il y a un site internet qui a été créé, enfin, il y avait une conférence qui était prévue, qui n'a pas eu lieu parce que le salon est annulé. Elle est peut-être quelque part en visio sur le salon La Terre est notre métier, spécifiquement sur ce point par le soin des animaux par les plantes. Mais je pourrais peut-être, moi, envoyer, enfin, je peux envoyer des liens sur cette question-là, puisque je l'ai déjà fait auprès de quelqu'un qui m'a interpellé par téléphone. Donc, je pourrais éventuellement me renseigner sur ce point-là. Donc là, moi, c'est bon pour les questions que j'avais en amont. Et il y a quelqu'un donc qui dit dans le chat, il y a des écoles de naturopathie pour animaux. Voilà. Donc, bon, ça, on pourrait, je pourrais compléter par des liens et on va dire des structures ressources. Aujourd'hui, ça existe. Alors voilà, le CS qui nous dit, le CS-FAM est intéressé par les documents. Très bien, ok, je les enverrai. Alors, si on revient sur ta commercialisation, il y a plusieurs questions. Je vais essayer. Puis après, on reviendra sur l'aspect séchage, sur ton séchoir. Oui. Quel est ton système de commercialisation? Autrement dit, c'est quoi tes débouchés? Marché hebdomadaire, AMAP, distributeur? Alors, c'est marché chez des producteurs, c'est des événements ponctuels, un petit peu de vente à domicile. Donc, là, c'est quelque chose que j'avais expérimenté, mais avant le Covid, qui est une formule qui me plaît bien. Je fais aussi de la vente sur Internet via c'est un site de producteur où on est en réseau pour multiplier nos points de distribution. Et puis, voilà, c'est tout. Ok. Alors, par rapport à ça, est-ce que tu ressens une concurrence? Non, parce que je suis sur mon territoire et que en restant sur mon territoire, il n'y a pas de pression de ce côté-là. Alors, quand tu dis tu es sur ton territoire, tu veux dire que parce que tu ne vas pas au-delà?
Parce que je veux dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'en tant que productrice, en tout cas pour le moment, vu le nombre de productrices qu'on a, c'est assez bien réparti et qu'on ne se marche pas sur les pieds. Ok. Est-ce que tu peux nous dire le temps que tu consacres à la vente directe? Je crois que tu l'avais noté de mémoire. Ouais. Alors, vente réseau, c'est 18% de mon temps. Est-ce que tu peux nous donner les pourcentages? Puisque tu avais travaillé. Oui. Ouais. Alors, donc la vente et le réseau, c'est 18% de mon temps. La transformation et le conditionnement, c'est 18% aussi de mon temps. Le travail au champ, les semis, les cueillettes, c'est 41% de mon temps. La partie administrative et formation, c'est 9% de mon temps. Il y a une partie divers parce que, par exemple, il y a une partie sur la construction du séchoir, enfin les petites bricoles annexes, c'est 5% de mon temps. Et après, j'ai 10% de mon temps, enfin 8% de mon temps sur l'aide et le travail avec mon compagnon. Ok. Alors, je continue sur cet aspect-là, hein. L'aspect marché, commercialisation, temps de travail. Est-ce que tu as fait une étude de marché avant de t'installer? Alors, ce n'est pas une étude de marché au sens vraiment très rigoureux, mais oui, je suis allée poser des questions à d'autres producteurs. J'ai été dans certains magasins qui vendent des tisanes pour poser des questions aussi. J'ai fait un salon qui était dédié aux seniors pour voir si mon idée de faire des animations auprès des personnes âgées pouvait plaire. Enfin, voilà, je suis allée me présenter à certains professionnels pour voir un petit peu leur retour et puis quelle place je pouvais trouver. Mais finalement, ma place, elle se fait petit à petit et en fonction de mes envies et puis de ce que je ressens. J'ai envie en tout cas de laisser un petit peu mon intuition me guider. Et comme je trouve que je n'ai pas beaucoup de pression financière, eh ben, voilà, j'y vais tranquillement. Est-ce que tu recommanderais de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire te déplacer, aller frapper aux portes, participer à des événementiels? Est-ce que c'est quelque chose qui… Oui, parce que ça conforte certains axes et puis du coup, ça donne des idées aussi et puis ça peut mettre des points de vigilance. Je sais qu'il y a un magasin qui vend des tisanes où la personne m'avait dit « Oh là là, c'est risqué, vous êtes quand même beaucoup à vous installer. » Et puis en même temps, quand je suis retournée la voir une fois que j'étais installée et qu'elle a regardé toute la qualité de mes plantes, elle était très, très positive. Et puis du coup, c'est devenu après une cliente, quoi. Donc voilà, faut essayer, il faut y aller. Et puis après, on peut avoir des critiques positives, des critiques négatives, mais en tout cas, ça fait avancer, ça fait cheminer. Et puis, voilà, le projet se précise. Ok. Dernier petit point par rapport à ces aspects marché et autres, par rapport à ta marque. Le dépôt de marque est-il indispensable? Je ne pense pas que ce soit indispensable. Par contre, moi, mon nom, il est… comment dire, il est pas commun et j'avais pas envie qu'une grande marque le prenne et puis après me demande de moi de le laisser de côté. Donc voilà, j'avais envie que ce soit acté et puis ça fait partie de ma personnalité d'être un petit peu des fois d'aimer les choses bien cadrées. Donc voilà, mais c'est pas indispensable là. D'accord. Alors, on revient en arrière complètement sur ton séchoir. Il y a 3 questions, dont peut-être certaines d'ailleurs tu as déjà répondu. Quelle est la puissance de ton déshumidificateur, la marque et le prix? Alors, la marque, je peux la donner, c'est Desica. Ça s'écrit comment? Alors, attends, ça s'écrit comment? D-E-S-I-C-A. Ok. La puissance, c'est du matériel professionnel. Moi, j'ai pris le plus petit. J'ai pris le plus petit parce que c'est du matériel qui s'adresse, y compris à des gens qui veulent déshydrater ou enlever l'humidité dans des pièces, des bâtiments industriels. Donc, c'est vraiment pas… voilà. C'est vraiment… pour eux, j'étais un tout petit client, quoi. Et ça coûte combien? Il vaut 3 600 €.
D'accord. Ah oui, c'est quand même Ouais. important. Hein. Oui, c'est important et moi je me suis dit que de toute façon c'était mon outillage pour ma carrière professionnelle jusqu'à le plus tard possible. Donc de toute façon je n'avais pas envie de lésiner là-dessus. Par contre, voilà, je ne sais plus les caractères techniques. C'est vrai que c'est plus mon compagnon qui s'est occupé de ça. D'accord. Est-ce que tu as un ventilateur en plus du déshumidificateur? Non, non. Justement, c'est fait tout. Hein. C'est compris dans le matériel. D'accord. Et quelle est la durée de séchage des plantes dans le séchoir? Ça, c'est variable. Alors, ouais, c'est variable en fonction des plantes et puis en fonction de l'endroit où je les mets. En fait, ça ventile un tout petit peu moins dans la première armoire et puis au fur et à mesure, ça ventile mieux. Donc, je fais attention aussi de quelles plantes je dispose où en fonction de celles qui sont plus sensibles. Mais on va dire que ça prend entre 3 et 5 jours. Et puis pour les racines, bon, bah, je vérifie, des fois ça peut être un peu plus. Je fais quelques racines aussi en automne, donc ça peut être un tout petit peu plus long. Alors on revient à la question. Quel est le nom de ta marque? Bon, ça tout le monde l'a peut-être pas su, si tu peux le dire. Desica. Non, pardon. Est-ce que bah peut-être que c'est la le marque. nom de la marque. Ah, je sais non, pas. je sais pas. C'est peut-être la marque effectivement du déshumidificateur. Moi, je pensais que c'était ta marque à toi. Ouais. Le nom de mon entreprise, voilà, c'est Herborescence. Et donc, il y a une question qui était à l'origine plutôt pour tes sirops et tes confitures, mais qui peut-être Oui. revient Oui. sur est-ce que tu as un labo ou est-ce que tu en loues? Est-ce que c'est dans ta cuisine? Voilà. Alors, pour le moment, c'est dans ma cuisine. Et je ne sais plus les critères. Je sais que c'est possible, mais je ne sais plus si c'est en volume. Je ne sais plus. Je sais que je m'étais rassurée, j'avais vérifié à un moment que c'était possible. C'est pour ça que je le fais, mais je ne sais plus les critères. D'accord. Est-ce que tu sais auprès de qui tu t'étais renseignée? Tu te souviens? J'avais cherché par moi-même. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, je reviens en arrière avec une question sur le séchage. Je crois que c'est important ça. Oui. Comment garantir et vérifier que le séchage est optimal? Alors, je pense que c'est plus avec l'expérience, mais au toucher, on sent bien quand la feuille est un petit peu craquante. Voilà, c'est souvent au toucher qu'on voit que le séchage est terminé. Okay. Très bien. Alors, je refais un tour, mais je pense que c'est... Là, on a fait le tour des questions. Est-ce que tu ressens ça? C'est bon. Déshumidificateur, durée de séchage, tu as répondu. Ok. Eh bien, écoute... un message. On va attendre un petit peu. As-tu un ou plusieurs collègues incontournables à aller rencontrer? Je sais pas. Non, je pense que chacun des collègues peut apporter ses connaissances. Après, je sais bien qu'on est tous beaucoup sollicités. Dans le cadre de stage, c'est plus facile de poser des questions et puis que les échanges se fassent. Parce que c'est vrai que sinon, on est tous beaucoup sollicités. Mais non, je conseille personne en particulier. Chacun va pouvoir apporter différentes choses. Ok. Très bien. Bah, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Donc, alors, est-ce que tu conseillais de faire une formation en agronomie? Est-ce que tu as un conseil? Alors, j'ai eu l'occasion d'accueillir des stagiaires du CSPAM à Angers. Et apparemment, voilà, ils étaient ravis de la formation qui suivait. Après, j'ai aussi eu des stagiaires qui venaient de BPREA. Voilà, moi, je n'ai pas fait ces formations-là, donc je ne peux pas dire, mais en tout cas, les retours étaient chouettes. Donc, ça pourrait être des formations à conseiller. Donc, c'est SPAM et BPREA. Ok. Pour la partie Très agronomique. Bien. Oui, c'était ça la question. Ouais. Est-ce que tu fais partie d'un réseau type simple ou plante autour de Nantes? Alors, plante autour de Nantes, oui. Je fais partie aussi du GI2E que tu animes, Emmanuel, qui est dédié au PAM.
donc qui est un GI2E, groupement d'intérêt économique et environnemental à l'échelle des Pays de la Loire. Et on est 8 fermes engagées. On se rejoint de ferme en ferme et on suit aussi des formations en commun sur différents sujets, comme la semaine dernière sur les adventistes en PAM, ou comme le mois prochain sur la multiplication végétative, ou encore sur la biodynamie. Voilà, on a des sujets qui nous intéressent en commun et qu'on essaye de partager. Et je fais partie aussi d'une association de producteurs qui s'appelle Paysans du Vignoble, qui est vraiment dans mon secteur géographique et où on est, où il y a un producteur de pain, un producteur de fromage, des maraîchers, et on essaye de mutualiser aussi nos connaissances en termes de travail du sol et en termes de commercialisation. Donc ça, c'est vraiment extra parce que du coup, on se voit souvent. Là, hier, c'était autour du compostage. La semaine prochaine, c'est pour essayer de mettre en place une commercialisation en commun. Et je pense que ça donne une bonne dynamique. Et puis, ça permet aussi de rayonner géographiquement un petit peu plus loin pour chacun de nos produits. Ok. Alors, j'ai une question très précise. Je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Peut-on vendre les petits fruits comme le cassis, la framboise avec le code APE 018Z? Alors là, je ne sais pas répondre à la question. Ouais. Non, mais je pense que ça, c'est peut-être des choses qu'il faut repréciser dans. Là. Ouais. Bah, je précise en parallèle que la CAB anime également un GI2E avec des producteurs de petits fruits et que c'est mon collègue Vincent Lecam qui l'anime. Donc, pour les gens qui ont des questions précisément et spécifiquement sur les petits fruits, c'est plutôt vers mon collègue Vincent Lecam à la CAB, Vincent Lecam à la CAB qu'il faut s'adresser. Et puis j'avais une question, effectivement, une autre qui disait ça t'a vraiment posé des problèmes de ne pas être formé en agronomie. Et ça, je pense que tu as répondu. Comme tu disais, ça n'a pas été facile, mais tu te formes au fur et à mesure, d'après ce que je comprends. Petit à petit. À petit. Alors, il y a quelqu'un qui dit, à l'inverse, si on a un BPREA, y a-t-il des formations courtes en PAM? Alors oui, je pense qu'il y a des formations courtes. L'école dans laquelle j'étais, qui est située dans le Finistère, propose des formations des fois sur 15 jours sur des thèmes bien précis. Donc ça peut être le système digestif, différents systèmes de santé. Et ça peut être bien d'en faire ponctuellement sur certains systèmes pour acquérir des compétences qu'on n'aurait pas si on avait une formation trop agricole, quoi. Après, il y a peut-être d'autres écoles que je ne connais pas qui en dispensent aussi. Donc moi, l'école, c'était Cap Santé dans le Finistère. Et leur programme de formation est disponible assez facilement, notamment sur Facebook. Ok. Je reviens là sur la question des plants. C'est Spam qui demande, as-tu déjà envisagé de vendre des plants de PAM? Alors, les clients me demandent. Il y a des clients qui savent que je suis en bio et qui savent que c'est peut-être possible d'avoir quelques plants que je n'utiliserai pas. Donc, je vais en vendre un petit peu, mais ça sera vraiment ce que je n'aurais pas réussi à mettre dans le champ ou dont je n'aurais pas besoin. Mais je n'ai pas envie que ce soit une activité en plus. Ok. Très bien. Sinon, je n'aurai pas de temps pour tout faire. Ok. Alors, message. Ah oui, alors le nom du centre de formation, tu l'as nommé, je vais le mettre dans le chat, c'est Cap Santé. Hein. Cap Santé, oui. Est-ce que tu connais c'est dans le Finistère? C'est à Plounéour-Ménez. Oh là là, je vais mettre Finistère. Ouais. Ah mince, j'ai pas noté pour tout le monde. Attendez, hop. Je le remets dans le chat. Et voilà. Okay. Voilà. Alors,
Eh bien, je pense que on a dû faire le tour de toutes les questions. Ah, des conseils pour la gestion compta. Est-ce que tu as des conseils pour la gestion et la comptabilité? Alors, moi, je sais que j'ai une collègue qui s'est installée dans les mêmes temps que moi, qui s'est fait assister. Alors, je vais vous donner le nom du. La phoque. Le nom de son. C'est pas un cabinet, en fait, c'est une association. C'est la phoque, non? Non, c'est pas ça. Non. Tac, 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 tac. Ah, je l'ai là. Boutique de gestion, BGE. Ah oui, d'accord. Ouais, tu connais? Alors ça, c'est peut-être pour le projet d'installation, plus pour Oui, les aspects... oui. Oui, mais ça donne aussi des points de vigilance d'un point de vue administratif aussi pour s'installer. D'accord. Ouais. Et si on parle plus de gestion long cours et de comptabilité, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil une fois qu'on est installé? Moi, en micro-BA, la seule obligation qu'on a, c'est de tenir un livre de recettes. Je trouve que c'est un peu trop léger comme suivi. Donc moi, voilà, il faut bien suivre ses achats, il faut bien classer ses papiers, rien que pour pas se perdre dans la déclaration de TVA. Bien noter les échéances qu'on a respectées, comme ça on s'enlève du stress. Et puis bon, il y a le cahier de culture qui est aussi très important, parce que si on tient bien son cahier de culture, on peut revenir facilement l'année précédente et puis se dire ah bah tiens, j'avais commencé à telle période. Et puis moi, sur mon cahier de culture, des fois je mets ah bah oui, mais là j'ai commencé un petit peu trop tôt mes semis. Après bon, chaque année, chaque saison est différente, mais en tout cas voilà, en tenant bien la partie administrative, on peut facilement revenir dessus et puis voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, puis comment s'améliorer. Ok. En tout cas, il y a bien un suivi, au-delà de la comptabilité et des comptes, il y a bien un suivi aussi du calendrier de culture, quoi, de toutes tes étapes, on va dire. Ça, oui, mais ça, de toute façon, l'organisme certificateur bio, il le demande forcément. Oui, oui, tout à fait. Bon, après, il y avait une autre question. Quel a été ton chiffre d'affaires en première et en deuxième année? Alors, l'année dernière, j'avais plus assez de tisane, enfin de plantes sèches pour faire la liaison avec la saison suivante. Donc, le chiffre d'affaires s'est arrêté à 5 000 €. Et puis là, cette année, avec le Covid, du coup, j'en suis à peu près un peu plus, mais c'est pas ce que j'attendais. C'est pas mes perspectives, mais encore, je veux dire, sans stress, quoi. C'est comme ça. Ok. Alors, il y a une question à laquelle je vais répondre qui est spécifique au GI2E. C'est, par contre, pour toi, quel est ton organisme certificateur? Certipac Bio. Ok. D'accord. Alors, on revient aux aspects de commercialisation et de prix. Quel est le prix de vente moyen du kilo sec? Alors là, c'est compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des plantes où ça va être 40 kilos et puis il y a des plantes où ça va être 130, 150 € le kilo. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que mon sachet de mélange en simple, actuellement, il est vendu 4,70 € et ils font 25 ou 30 grammes. Et mon sachet non, ça c'est en mélange. Et en simple, je les vends 3,90 et le grammage est variable en fonction des plantes. Mais je reste tout le temps à 3,90 pour que les clients se repèrent. Ok. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Sous quelle forme prévois-tu de réaliser tes futures activités de transformation? Est-ce que tu... Est-ce que je vois, est-ce que je comprends? Est-ce que le CSPAM ou quelqu'un du CS peut préciser, même à l'oral, hein, si vous voulez préciser?
Est-ce que c'est une diversification dont vous voulez parler? Est-ce que c'est d'aller plus loin dans ce que tu fais déjà? Est-ce que c'est faire des choix? Alors, les activités de vulgarisation et d'atelier. Ah oui, donc la partie atelier, vulgarisation. Ouais, alors cette partie-là, ça prendra jamais 50% de mon temps. Ça restera accessoire. Donc, la forme, elle ne changera pas la forme de société. Après, c'est la TVA qui n'est pas la même. Donc, on utilise un taux à 20% du coup sur ces prestations. Mais non, je ne veux pas changer pour le moment la forme. Je vais rester sur ce que j'ai là actuellement. Ok. C'est moi j'ai mal lu, c'était les activités de transmission et non de transformation. C'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, en attendant peut-être d'autres questions pour toi, Francine, il y a une question sur comment on intègre le GI2E PAM. Aujourd'hui, le GI2E, c'est un groupe de producteurs. Donc, toutes les activités qu'on mène sont prioritairement dédiées aux producteurs. Pour autant, quand il y a des occasions qui sont données d'accueillir des porteurs de projets pour diverses, si c'est possible, sur une visite ou sur une journée technique ou sur une formation, on le fait. Pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Par contre, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, on essaie de mettre en place, la CAB essaie de mettre en place des actions qui sont vraiment spécifiquement dédiées dans le cadre du GI2E, mais qui sont spécifiquement dédiées aux porteurs de projets. On a toujours cette difficulté à joindre en fait des producteurs en place qui sont soit très expérimentés ou expérimentés depuis quelques années et des porteurs de projets. Pourquoi? Parce que les questions ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes et du coup ça fait des décalages dans les temps d'échange ou les temps de travail commun. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les porteurs de projets parce que je sais que vous avez tous à cœur de rencontrer des producteurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette proposition-là, alors qui émane d'une proposition du CIVAL par le biais de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. D'ailleurs, Elisabeth Coco qui s'en occupe est avec nous cet après-midi, donc merci à elle. Mais c'est vrai qu'il y a, il va y avoir une ferme ouverte au mois de juin comme ça a lieu l'année dernière et l'année précédente chez une productrice ou un producteur. Donc là, c'est une matinée complète avec un producteur sur son système. Et puis, on espère à l'automne organiser une formation de 3 jours qui sera vraiment dédiée aux porteurs de projets sur toutes les étapes de A à Z de la production à la commercialisation, qui sera vraiment spécifique porteurs de projets. Donc, ça, j'espère que ce sera faisable. Mais en attendant, effectivement, le GI2E en tant que tel est prioritairement consacré aux attentes et aux demandes des producteurs. Donc, pour l'instant, c'était animé par moi. Aujourd'hui, il y a une collègue à moi de la CAB, qui d'ailleurs est parmi nous aussi cet après-midi, Amélie, qui arrive sur un appui technique. Donc, on aura vraiment 2 volets dans la GI2E, le volet technique et le volet filière, marché et commercialisation. Donc, dès que vous installez, vous avez tout à fait la possibilité de rejoindre le GI2E, c'est possible. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Quels sont tes fournisseurs pour les emballages, le matériel? Alors, pour le matériel, je vais à la CAMN. Je vais aussi trouver quelques graines là-bas. J'achète aussi mes graines à la boîte à graines, qui est un producteur vendéen. Germinante aussi. Et la ferme Sainte-Marthe. Pour les fournitures d'emballage, alors j'ai essayé d'aller aux mines, j'ai essayé la Bovida, et puis après c'est sur internet, chercher. Après c'est pas évident sur internet parce qu'on se rend pas bien compte de la qualité. Il faut essayer de jongler entre j'approvisionne beaucoup pour avoir un tarif préférentiel, mais en même temps je sais pas très bien si ça va me satisfaire. Enfin voilà. Donc faut essayer. Il y a des fois je demande des échantillons pour valider, mais c'est pas toujours facile. Ok. Est-ce que tu achètes des plantes sèches quand tu es en rupture et à qui? Est-ce que ça t'est arrivé? Alors, ça m'est arrivé dernièrement sur une référence, l'Escolvia, et je l'ai acheté à un membre de notre GI2E. Et
Et là, je pense en acheter aussi à un autre membre de la Verventicry. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'avais prévu de faire et finalement, je me rends compte que je n'ai pas le choix si je veux être sûre de satisfaire mes clients. Ok. Alors, est-ce que tes clients te posent des questions sur les bienfaits et les propriétés des plantes et comment tu te sens par rapport à ça? Alors oui, les clients posent des questions. Et après, la formation en herboristerie nous avait bien préparé à ces questions-là, puisqu'on on apprend à la fois à bien distinguer une propriété d'une indication. Donc, par exemple, une plante va être digestive, donc on va la prendre quand on a des problèmes de digestion, de ballonnement, de flatulence, de ce qu'on veut. Mais en tout cas, quand on parle de la plante, on n'est pas sur la conseiller, on la conseille pas, on parle de la plante. Si une plante contient des tanins, elle est astringente, on parle bien de la plante. Donc, du coup, c'est une petite gymnastique au niveau de la présentation des plantes et des tisanes, mais il faut toujours l'avoir en tête parce qu'on ne sait pas très bien si on a enfin, la plupart du temps, les interlocuteurs sont quand même bienveillants. Il y a peut-être 1% de clients qui seraient un peu à chercher la petite bête et encore, franchement, la plupart du temps, on est sur des gens qui sont quand même très sympas. Alors, dans quelle mesure l'inscription à ton code APE culture de plantes te permet-il de faire différents types de transformations, tisane, confiture, autres? Alors, je pense que ça doit être lié à un pourcentage de mon activité, mais je n'ai pas de réponse précise à apporter à la question. Tu t'es pas posé forcément cette question-là? Non. Ok. Non, mais par contre, mon organisme certificateur bio, il sait que je fais des tisanes et des sirops. Il m'a pas mis une alerte ou conseillé quelque chose de particulier. Donc, je ne sais pas. Là-dessus, Ok. j'espère que je suis en règle. D'accord. Alors, pour la conservation des plantes sèches, tu mets en sac, en bidon. Ouais. Et pour la mise en sachet, est-ce que tu fais au fur et à mesure ou est-ce que tu fais un stock intermédiaire? Alors, je stocke dans des sachets craft double épaisseur. C'est entreposé donc chez moi, dans ma maison, dans une pièce qui est dédiée aux plantes et où il y a un petit déshumidificateur qui est réglé pour avoir un taux d'hygrométrie aux alentours de 50. Bien souvent, il est en dessous. Les mélanges, j'en prépare toujours un petit peu d'avance de façon à ce que je lance une série de 50 tisanes et hop, je n'ai pas à revenir dessus pendant un petit moment. Mais je fais voilà, des séries au fur et à mesure. Ok. Très bien. Alors, je continue à regarder. Message. Alors, quelle est ta position sur les plantes interdites? En cultives-tu? Alors, oui, je cultive des plantes interdites. Si on en parle, on parle que d'une. Il y a le souci, le calendula, que j'intègre dans des mélanges. Voilà. Je ne le vends pas en simple. Quand je vends des plantes en simple, je vends que des plantes libérées. Mais c'est vrai que dans les mélanges, il y a certaines plantes qui sont non libérées. Ok. Petit point, ton code APE. Je l'ai même pas, je connais même pas de ce test-là. Pas de souci. Non, non, mais c'est pas très grave. On pourra le remettre à un autre moment. Ouais, là, je l'ai cherché un moment, je l'ai mis, voilà, il est sur les factures. Pas de problème. On pourra le repréciser plus tard. Est-ce qu'il y a une DLC pour les tisanes et même pour les confitures? Et si oui, quelle est-elle et comment l'as-tu choisie ou mise en place? Alors, cette date, je la mets en place, je compte 1 an et demi après la mise en sachet. Sur les confitures, 2 ans. Mais je n'ai pas des grandes quantités en confiture, donc
finalement, elles sont écoulées très, très vite et je pense que la date de limite de conservation ne sera jamais atteinte. Après, je garde certains sachets qui sont comment dire, des sachets témoins pour voir dans le temps comment ils vont évoluer. Et voilà, 1 an et demi à partir de la mise en sachet. Okay. Alors, quelqu'un répond code APE 0128Z pour tout le monde. Bon, on pourra préciser s'il y a besoin, mais merci Anneli de le préciser pour tout le monde. Alors, je pense que là... Alors, c'est à moi de répondre. Quelqu'un vient juste de se connecter. Bah oui, un replay sera disponible. Tout à fait. Et on communiquera sur ce replay. Pas de souci. Très bien. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Francine. Je crois que ça fait déjà beaucoup d'informations. J'espère en tout cas que ça pourra aider à faire avancer les projets des uns et des autres. Bon, et ben écoutez, voilà, tu as des merci par le chat et puis eh bien on vous souhaite à tous une bonne suite dans vos projets et dans vos réflexions et n'hésitez pas, si vous avez des questions au sein de notre réseau, il y a possibilité d'y répondre, que ce soit au niveau des départements, auprès des collègues des GAB et des CIVAM, mais auprès de moi, s'il y a besoin, je peux répondre. Et bientôt d'Amélie, ma collègue, qui sera sur le suivi technique. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, bon après-midi à tous et merci. Je vais demander à Francine d'éteindre ou d'arrêter l'enregistrement. Voilà. Merci à tous. À bientôt.